Bienvenue dans le studio des experts. Pendant près d'une heure, on va passer l'actualité en revue. On va parler de vaccins anti-Covid-19. On va parler de culture qui subsiste sans subside, du Parlement bruxellois qui joue la participation et même du feuilleton de la semaine, l'Uber sans smartphone. Pour respecter strictement les règles sanitaires, nous avons deux invités politiques et surtout deux experts pour les cuisiner. Stéphanie Meyer, rédactrice en chef adjointe à BX1, bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, un petit nouveau, il vient pour la première fois, c'est un jeune étudiant de l'Université catholique de Louvain. Il est en politique, philosophie, éco en deuxième bac. Il s'appelle Antoine De Witt et il dirige le projet Politics de Civics. Bon, il nous expliquera ça tout à l'heure. Bonjour. Alors, la semaine a donc été difficile pour les chauffeurs Uber et Eats. Dimanche soir, ils apprenaient que le gouvernement bruxellois appliquait à la lettre une loi de 95 suite à une décision en appel. Ils ne pouvaient plus utiliser le smartphone, ce qui rendait impossible leur travail. Manif, cortège, contre-manif, contre-cortège, et au milieu de tout ça, un gouvernement divisé sur un plan taxi qui tarde à être mis en place depuis 7 ans. Reportage Jean-Christophe Pezès et Frédéric Dehaenau. 2000 entreprises en danger. C'est sous cette bannière que les taxis, limousines et les voitures de location avec chauffeur défilent. Ce qu'ils dénoncent, c'est l'application stricte de la loi qui leur impose un contrat écrit au préalable pour une durée minimum de 3 heures pour chaque course. Une obligation qui exclut l'utilisation d'applications comme Uber et les prive d'une grande partie de leur gagne-pain. Avec les applications, ça nous aide parce que s'il n'y a pas d'application, franchement, ça sert à quoi de rouler ? On a des familles, on a des loyers à payer, donc ils veulent arrêter ton coup comme ça. Donc pour nous, ça ne va pas, donc on veut se faire attendre. Des chauffeurs qui ne se disent pas hostiles aux réformes, mais pas dans ces conditions. On a fait des propositions très concrètes au gouvernement. Le gouvernement revient vers nous, non pas avec une proposition d'un nouveau plan taxi, il revient vers nous en disant, écoutez, dorénavant, vous n'avez plus le droit d'utiliser le GSM comme outil de travail. Au même moment, au pied du Parlement bruxellois, des taximens qui se font entendre eux aussi et qui pressent le gouvernement de ne pas céder, d'appliquer la législation à la lettre pour mettre fin à ce qu'ils considèrent comme une concurrence déloyale. Nous, on ne demande rien d'autre que l'application de la loi, parce qu'il y a eu une anarchie dans ce secteur depuis trop longtemps et on est à bout. Limousine, il doit faire son boulot et taxi, il doit faire son boulot. C'est simple, comme bonjour. C'est pas compliqué, moi je comprends pas pourquoi ils ne comprennent pas que c'est interdit le smartphone. C'est pas question d'interdit le smartphone, c'est interdit les courses instantanées. Les courses instantanées, c'est pour les taxis. Deux secteurs dos à dos, face à un gouvernement divisé sur le sujet, qui aura bien du mal à trouver un terrain d'entente qui contente tout le monde. Quand même, depuis lors, on a appris qu'il n'y aurait pas de poursuite pour les conducteurs d'Uber et, deuxièmement, qu'un plan taxi allait sortir d'ici l'été. Ouais. Stéphanie Meyer. Une proposition d'ordonnance pour l'été. Alors ça, c'est vraiment une belle ambition parce que pendant des années, j'ai fait l'interview politique certaines semaines ici et chaque fois que je recevais un ministre compétent, je me disais où est-ce qu'on en est pour le plan taxi ? Puis après, je demandais pas de nouvelles du plan taxi, je suppose. Et puis finalement, c'était je ne vais pas vous parler du plan taxi et chaque fois, c'était des petits sourires entendus. Donc c'est clair que depuis 2014, c'est dans l'accord de gouvernement. On n'arrive pas au niveau de la région à se mettre d'accord là-dessus. Entre-temps, UberX est arrivé en 2016. Au début, on nous disait, attention, Uber, c'est juste un petit boulot en plus du boulot principal. On fait quelques courses le soir. Donc, c'est vraiment la façon dont on nous a vendu l'histoire. Puis, on nous a dit, Uber, c'est illégal. Et puis après, Uber s'est développé. D'autres sont arrivés. Il y a eu la fameuse guerre entre taxi et Uber qui a commencé à se développer. En parallèle, il y avait vraiment un succès auprès de la population. Guerre qui s'est fait sur le terrain, guerre devant les tribunaux aussi, toute une série de recours en justice. Ici, on est à la dernière étape de finalement tout cela. Il y a encore des questions préjudicielles devant la Cour constitutionnelle, mais vendredi, dans la Libre Belgique et la dernière heure, le ministre-président Rudy Verwoerd disait on ne va pas attendre ces questions parce que la réponse à ces questions, ça nous mettrait 1 an et demi encore plus tard. Et le nombre de limousines est en train d'exploser. Elles étaient 226 en 2016. Elles sont quasiment 1200 maintenant et dans 1 an et demi, elles seront 1500. Donc ça veut dire qu'elles seront plus nombreuses que les taxis. On a un peu envie de dire, mais pourquoi avoir attendu déjà autant d'années ? Pourquoi ne pas avoir réglé ce problème depuis le début ? On sait qu'il n'y a pas d'accord au sein du gouvernement. Est-ce qu'il y en aura un d'ici juillet ?
On verra. Alors, Antoine de Witt, quelle est votre vision à vous des choses? Alors moi, ce qui m'a plutôt interpellé, c'est en fait à quel point c'était soudain. Enfin, ça fait 7 ans qu'il y a des discussions par rapport à ça, et vous venez de le rappeler justement. Surtout qu'on apprend qu'il y a un projet d'ordonnance visant à réguler, à moderniser le secteur de transport rémunéré pour les personnes pour l'été, en fait. Et donc pourquoi est-ce que mettre cette loi en application maintenant, alors que justement ça fait 7 ans qu'elle aurait pu être mise en application? Alors d'un côté, on peut comprendre le parti des Uber, qui en fait essayent d'être rémunérés à leur façon. C'est pas cher, c'est pratique, notamment pour un large pan de la population qui est peut-être moins bien loti. Et pour les jeunes, c'est vraiment pratique, c'est plutôt agréable. Et d'un côté, on comprend les taxis qui sont dans un secteur qui est extrêmement régulé, avec notamment, je pense à la licence pour être un taxi. On sait qu'il y a certains taxis qui s'endettent pour l'obtenir. Et donc ça, on comprend qu'ils voient les Uber comme une concurrence déloyale, on l'a entendu. Donc j'avais un peu le sentiment qu'il y avait un manque de concertation ou de discussion au moment de la prise de décision par rapport à ça. On va voir ce qu'en pensent nos deux invités politiques. Deux fortes personnalités dans deux partis présents au gouvernement bruxellois, une militante associative passée à la politique chez Écolo et un ancien bourgmestre faisant fonction redevenu député chez Défi, l'une de Molenbeek, l'autre d'Oderghem. Nous avons donc Farida Tahar, députée bruxelloise, sénatrice Écolo et élue comme candidate d'ouverture. Je ne sais pas si vous avez pris votre carte chez Écolo maintenant, ou toujours. Eh ben voilà, donc vous êtes écolo officiellement. Et Christophe Magdalens, à ses côtés, député Défi au Parlement bruxellois et au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ou des mêmes chefs du groupe. Défi, vous êtes nombreux, vous êtes vous êtes combien? Nous ne sommes que 3. Donc... Voilà, donc c'est déjà pas mal. Il y a des groupes de 1 au Parlement bruxellois par ailleurs, donc il n'y a pas de honte à ça. Et vous êtes aussi président du conseil communal d'Oderghem. Tout à fait. Voilà. Alors, je vais vous demander, Farida Tahar, d'abord, vous, Comment avez-vous pris cette décision de Rudy Verwoerd, qui a la compétence des taxis? Alors, trop soudaine, pas assez soudaine, ou enfin, qu'est-ce que vous dites de cela? Écoutez, j'ai comme beaucoup suivi l'actualité de ces derniers jours concernant ce secteur des taxis et du secteur d'Uber. Et c'est vrai que cette décision fait suite aussi au jugement de la Cour d'appel. Alors, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est vraiment l'importance de pouvoir défendre l'intérêt de tous les travailleurs, que ce soit le secteur des taxis ou les secteurs donc de Uber et d'autres plateformes, et surtout de veiller à ne pas mettre dos à dos deux publics qui sont déjà dans des situations précarisées. Enfin, on a beaucoup mis l'accent ces derniers jours sur les 2000 familles, les 2000 entreprises qui seront touchées de plein fouet. Ça fait quand même des années que le secteur des taxis demande aussi à ce qu'une réforme soit adoptée. Donc moi, je plaide, Écolo plaide pour que cette réforme aboutisse et voit le jour prochainement. Le ministre président Verwoerd s'est engagé pour l'été, donc pour juin, à aboutir à une proposition d'ordonnance, à un projet d'ordonnance, pardon. Il faut absolument aboutir là-dessus. On ne peut pas laisser une grosse multinationale décider de tout et faire sa propre loi. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir plaider pour une modernisation du secteur des taxis et des autres plateformes Uber, Eats, etc., pour qu'on puisse plaider pour un opérateur unique, une application unique, pour pouvoir éventuellement faire en sorte que ce soit Bruxelles Mobilité, pourquoi pas qu'il soit à l'origine. Finalement, un peu régionaliser ou nationaliser Uber et Eats. Il faudrait en tout cas trouver une solution. En fait, il y a un bon système, il y a un mauvais, c'est ça? Et vous voulez qu'il y ait un seul bon système? Il faut qu'il y ait un système qui soit proposé en concertation directement avec les premiers concernés. Ouais. On ne peut pas mettre dos à deux secteurs qui sont en souffrance, et l'un depuis déjà plus de 7 ans. Voilà pourquoi on plaide pour une modernisation et même une féminisation du secteur, parce que c'est aussi un secteur où on voit beaucoup d'hommes, et là c'est encore un autre... On va parler, c'est intéressant, effectivement. Christophe Magdalens, vous aussi vous êtes dans la majorité. Je trouve qu'on a entendu beaucoup d'appels où il faut penser aux travailleurs taxi et Uber. On n'a pas beaucoup pensé aux consommateurs de taxi et d'Uber. Il y en a pas mal qui nous ont contactés pendant la semaine en disant « et nous ?» Est-ce que vous avez pensé aussi aux gens qui utilisent les taxis et les limousines, Christophe Magdalens? Bon, alors nous, on est moins méfiants vis-à-vis du marché que certains au Parlement bruxellois. Donc quand on parle de marché... Au gouvernement bruxellois, vous l'avez dit? Oui, au Parlement bruxellois et vraisemblablement aussi au Parlement. Donc nous, on plaide pour une réforme qui va dans le bon sens, bien entendu, pour ce qui est du statut social des différents travailleurs. Nous voulons un système qui inclut tout le monde. Et c'était, je veux dire, le corollaire, c'est une qualité de service.
les taxis, demain LVC devenant taxi, ça fait partie du plan Good Move d'ailleurs. Hein. Donc le plan Good Move intègre les taxis comme une solution de mobilité. Et donc ça doit être une solution de qualité qui vient compléter l'offre de transport public. On veut diminuer l'automobile à Bruxelles, le fait que les Bruxellois aient moins de véhicules. Le secteur de taxi est une solution et un complément alors pourquoi indispensable. ça bloque depuis 7 ans? Pourquoi depuis 7 ans on ne trouve pas de solution? Parce que vous avez l'air d'accord tous les deux. Écoutez, moi je pense qu'il faut aider le statut social, des gens qui travaillent pour Uber et pour les taxis. Il y a un repli protectionniste. La décision qui a été prise maintenant, nous on ne la comprend pas. C'est mettre le feu à la situation qui est déjà très difficile. Il y a un plan Good Move, il y a une DPR qui dit très clairement qu'on va faire une réforme globale et concertée, il y a un rapport de Deloitte qui est connu depuis plus d'1 an, et aujourd'hui on prend cette décision et on met le feu et tout le monde dans la rue. C'est important de rappeler, si je peux me permettre, c'est une décision qui émane aussi d'un jugement qui a été rendu. Alors, la question c'est de se poser pourquoi aujourd'hui on décide alors... Ça veut dire pourquoi le gouvernement applique la décision. On décide aujourd'hui, mais il faut quand même de toute façon avancer, il fallait le faire. Donc vous trouvez qu'il faut empêcher aujourd'hui les chauffeurs Uber et Hitch de rouler? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il faut absolument... Mais vous savez, pour l'instant on prend en otage ces deux publics qu'on oppose. On a bien vu la manifestation d'hier. Je dis simplement que Uber a bénéficié trop longtemps d'une impunité. Et le gouvernement précédent, on ne peut pas dire qu'il a été très actif sur ce dossier. Donc c'est comme j'ai parlé tout à l'heure... Oui, Christophe Magdalene, des filles étaient dans le gouvernement précédent. Pourquoi vous n'avez rien fait? Eh bien, voilà. Les réformes... il y a 3 réformes avortées. Il y a 3 projets qui ont été déposés. Et à chaque fois, on s'est heurté au Parti socialiste, manifestement. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Donc aujourd'hui, il va falloir dépasser la vision protectionniste, il va falloir dépasser la reprise finalement des intérêts de certains au détriment d'autres, et donc c'est ce qu'on attend aujourd'hui. Et la réforme, à mon avis, qui va arriver sur la table, c'est une réforme qui va amener tout le monde à faire des efforts. D'ailleurs, Rudy Verwoerd l'a très clairement dit tout à l'heure au Parlement. Et donc, allons-y. Les réformes sont là, elles sont sur la table. Allons-y une bonne fois pour toutes. Et si possible, si on pouvait ne pas attendre l'été, allons-y aussi. Stéphanie Meyer, est-ce que vous y croyez maintenant? Tout va être réglé pour l'été? Il y a une volonté, en tout cas, dans les partis de la majorité. On ne peut pas dire le contraire. Cette législature-ci, Rudy Verwoerd, le ministre-président, a repris la compétence des taxis dans son portefeuille à lui. Donc c'est lui qui doit porter maintenant, puisque c'est un projet d'ordonnance. C'est lui qui doit venir avec une proposition concrète et convaincre ses partenaires. La fois passée, c'était Pascal Smet qui le portait. Et on voit bien dans les échanges qu'il y a eu encore cette semaine-ci, il y a un petit peu de tirage encore sur la question. Donc la balle, elle est dans le camp de Rudy Verwoerd maintenant. Donc, Antoine, quand vous entendez ça, vous qui essayez de rendre plus claire la politique auprès des étudiants, des gens de votre âge, vous êtes en deuxième bac, comme on l'a dit tout à l'heure, et vous faites des petites vidéos, vous expliquez comment ça fonctionne la politique. Faire une petite vidéo qui expliquerait pourquoi il y a ces problématiques d'Uber et de taxi, ça vous tente? Pour le moment, j'avoue pas trop, parce que ça va un peu dans tous les sens, on comprend pas trop vers quoi on se dirige, et là, de toute évidence, on a une législation qui s'applique, mais au final, qui n'est pas contraignante. C'est comme ça que je le comprends, et donc on sait pas trop où ça va. On sait qu'il y a des plans de réforme qui sont en cours depuis 7 ans, et en même temps, on n'avance pas trop. Donc pour le moment, faire une vidéo, il n'y a pas assez de clarté, même dans le monde politique, pour que pour nous, ça puisse être intéressant et pour l'expliquer aux gens, tout simplement. C'est intéressant ce qu'Antoine dit, parce qu'effectivement, dimanche soir, on a dit que c'était fini, que Uber, le système, tel que était un système frauduleux. Donc ce système devait se terminer. Et aujourd'hui, il n'est plus question de les poursuivre. Même vous, Farid Attar, vous dites qu'il ne faut pas les poursuivre, puisqu'on va trouver une solution d'ici l'été. Ce que je dis, c'est ce que... on a tous pris connaissance aussi, c'est le jugement, encore une fois, de la Cour d'appel, et qui va soumettre 2 questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle. Il faudra évidemment attendre aussi l'arrêt de la Cour. Et en attendant, on ne peut pas rester non plus sans rien faire. Le ministre-président a proposé, en tout cas, de pouvoir aujourd'hui sanctionner les chauffeurs LVC. Je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions, puisqu'encore une fois, on met le curseur sur 2000 travailleurs, et en même temps, on ne peut pas oublier la réalité des autres travailleurs du secteur des taxis qui souffrent depuis des années. Et donc, on est comme ça face à une espèce de blocage. Et moi, je suis désolée, je le répéterai même au Parlement s'il le faut, même si ce sont surtout mes collègues, M. Tali Hichem, qui est député de référence sur cette matière, c'est de pouvoir vraiment garantir des protections sociales des travailleurs. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Et c'est pourquoi... Pour vous, c'est la priorité. C'est la
la priorité et le ministre-président doit absolument aboutir avant juin. Je sais que ça paraît un peu inconcevable, irréaliste, mais c'est aussi notre travail, nous, en tant que parlementaires, de pouvoir contrôler le gouvernement et l'interpeller le cas échéant. C'est clair qu'il y a une pression des partis au gouvernement pour qu'il aboutisse, pour que le ministre Vervoort aboutisse, Christophe Magdalens. Je crois qu'assez clairement, il y a une volonté d'aboutir. Le politique ne peut pas mettre les gens dans la rue comme ça, sans être diligent sur les solutions qu'il doit apporter à la situation. Et donc ça, c'est un problème. On ne peut pas à un moment donné se dire qu'on va prendre une décision qui a pour moi un caractère protectionniste, ou en tout cas qui est une réponse à une partie du problème, et en même temps ne pas être diligent et apporter les solutions structurelles. Et ces solutions structurelles, on sait qu'elles existent de surcroît. Stéphanie Meyer. Et ce n'est pas que la question d'Uber, de Hitch et autres concurrents, entre guillemets, au taxi qui est ici. Parce que depuis le début, il faut réformer le système des taxis parce qu'il y a des problèmes dans le système des taxis même. Donc, je veux dire, Uber, ce n'est qu'une couche qui s'est rajoutée finalement à une problématique qui est assez compliquée. Le plan taxi, ce n'est pas que, effectivement... Voilà, donc là, il y a aussi Uber, des choses à changer dans le système de base. Alors justement, je voulais revenir à ce que Farid Attahat disait tout à l'heure, féminiser un peu ces métiers de taxi, de chauffeur. Lundi, c'est le 8 mars, une grande date, toujours. Et toujours à ce moment-là, on parle de féminisation. Alors, comment est-ce qu'on pourrait envisager une féminisation de ce genre de métier de chauffeur, Farid Attahat ? Je crois que c'est sensibiliser aussi. C'est un métier qui est ouvert à tout le monde. Enfin, je crois oui, de sensibiliser les femmes. Elles sont aussi partie prenante, en tout cas, de ce secteur-là, même si elles sont très peu représentées, c'est de pouvoir aussi, casser ces clichés, de penser à tort que certains métiers seraient réservés à des hommes. Voilà, on a souvent reconnu comme ça. Le système des licences de taxi, si on parle des taxis, ça rendait peut-être plus difficile l'accès à la profession pour les femmes. Peut-être du côté de Hitch et Uber, là, c'est peut-être plus facile, je ne sais pas. Certainement, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps. Enfin, moi, je pense d'abord, aujourd'hui, à une urgence, avant d'aller vers une féminisation. Moi, j'y tiens parce que je suis sensible aux questions d'égalité homme-femme. Je pense qu'il y a l'urgence aujourd'hui de pouvoir très vite atterrir sur une solution avec tous les partenaires, de se mettre autour de la table, de se concerter, d'arriver avec une réforme structurelle et systémique dans les prochains mois. Ça, c'est urgent. Et puis ensuite, d'ouvrir évidemment les métiers qu'on a pensé souvent à tort réservés aux hommes, aux femmes. Et ça passe aussi par une réforme qui est ambitieuse, qui est structurelle. Ça intéressera certainement des femmes d'en faire partie. Elles le sont, mais encore, à mon sens, trop peu représentées. Alors, notre rubrique, le clin d'œil de Coucou Charles, chaque semaine, le graphiste Coucou Charles nous fait un petit montage. Et cette semaine, il s'est intéressé au centre de vaccination du Hezel. Ce n'est pas très évident d'attirer le chaland. Demain, il y aura de l'Orval et des sandwichs. Dit-on, faites passer le mot. Et c'est vrai que le lendemain, les files sont beaucoup plus conséquentes. C'est une manière d'attirer du monde dans les centres de vaccination, puisque certains n'y vont pas et d'autres aimeraient bien y aller. Donc la vaccination suit son cours. Des lenteurs et des couacs du début, on est passé à des simplifications pour diminuer les lenteurs et les couacs. Constat avec Thomas Dufresne et Thierry Duboquet. Il est un peu plus de 15h30, mais l'entrée du centre est déjà fermée. Pas possible. Il y a trop de monde pour aujourd'hui. Pour certains, c'est la déception. On sort pas vacciné. Vous avez attendu combien de temps ? 2 heures. 2 heures. Pour ne pas être vacciné ? Pour ne pas être vacciné. Juste un rendez-vous. Et maintenant, on a rendez-vous demain, en espérant qu'on sera vacciné demain. En fait, depuis quelques jours, il y a plusieurs files. L'une pour le personnel médical qui a rendez-vous et qui est enregistré. De ce côté-là, tout va bien. Vous avez attendu combien de temps ? Pas super longtemps, j'avais rendez-vous, donc en tout et pour tout, je suis restée 45 minutes. J'ai montré le QR code, on m'a dit de suivre ici la ligne bleue. Les autres gens, ils ont la ligne rouge, et hop, je suis passé, et ça a duré quoi ? Un quart d'heure, 20 minutes pour que je passe, et puis attendre une demi-heure. Mais la file rouge est nettement plus longue, et avec l'attente qui va avec. Plus de 2 heures. J'ai dit 3 heures. 3 heures ? Ouais. 3h30, celui-là, comme ça. Diabétique, 64 ans. Ouais. Et alors, on va me demander si je suis en forme, je suppose, en entrant. Quand même incroyable, non ? Et il reste encore quelques dizaines de mètres à l'intérieur. Dans cette file, c'est le personnel des collectivités qui travaillent avec des gens à risque. Ils sont appelés depuis lundi via leur employeur et n'ont pas la possibilité de s'enregistrer avant. Tout doit être fait au guichet et c'est ici que ça bloque.
Donc qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a activé le call center ce midi et maintenant donc, on a demandé à toutes les collectivités de quand même prendre rendez-vous via le call center pour les jours à venir. Donc demain, ça ne devrait plus arriver. Il y a peut-être encore quelques personnes qui vont arriver comme ça, mais la plupart aura pris rendez-vous et donc ça va aller beaucoup mieux. Bref, un problème d'organisation très bruxellois qui s'ajoute au récent bug du fédéral, un mauvais coup de pub de plus qu'on espère résolu dans cette campagne de vaccination. On a encore testé le call center, il fallait encore 2 à 3 heures d'attente avant d'avoir quelqu'un au téléphone. Et après, on pouvait, pour certains, se faire vacciner. Alors Christophe Magdalens, tout va bien pour les centres de vaccination à Bruxelles? Alors, ça va être difficile de dire que tout va bien. Moi, ce que je constate, c'est qu'avec la vaccination, comme pour d'autres éléments de cette crise sanitaire, et les pouvoirs publics et le politique a terni son image. C'est-à-dire qu'il y a une attente forte des gens sur une capacité de réaction, une capacité à protéger et à mettre en place des dispositifs de sorte à résoudre les problèmes. Il faut quand même dire que la vaccination est le cœur du plan de relance, quelque part. C'est par la vaccination qu'on va pouvoir relancer les secteurs. Et donc il y a une attente forte, les gens étouffent, les entreprises étouffent. On nous attend et on n'est pas là. En tout cas, on n'est pas assez là. Alors aujourd'hui, il faut bien admettre, j'ai entendu le ministre Marron hier en commission, la lumière est au bout du tunnel. À force d'essais et d'erreurs, on arrive tout doucement à corriger les choses. Il faut être patient, quoi. Il faut une certaine patience. Et ça, on peut l'admettre, parce qu'on découvre aussi, on est face à quelque chose de tout à fait inédit. Mais dans l'absolu, aujourd'hui, l'image du politique et des pouvoirs publics est abîmée. Et donc, il faut accorder à cela une attention toute particulière. Parce qu'on se doute bien que l'on fragilise le contrat social quand on est aussi défaillant ou perçu comme en étant aussi défaillant. Alors, Rudy Vervoort disait on a ouvert trop tôt le centre de vaccination du Hesel. Est-ce que c'est une erreur du ministre Marron d'avoir ouvert trop tôt ce centre? Je ne pense pas que la question de savoir si on a ouvert plus tôt ou plus tard, ce sont des décisions qui ont été prises dans le cadre de réunions de task force, de la conférence interministérielle de santé. Et donc, la question est de savoir, voilà, aujourd'hui nous sommes face à des bugs informatiques à répétition, c'est déplorable. Je comprends vraiment la population qui s'inquiète, qui est en colère. Évidemment, on peut pas nier cette triste réalité et qui n'est pas du tout plaisante. En même temps, je voudrais rappeler que aujourd'hui, l'urgence est de pouvoir identifier ces couacs pour pouvoir les résoudre. C'est ça l'important, c'est que des couacs informatiques, malheureusement, il y en aura peut-être encore. Et donc, c'est de pouvoir les identifier. C'est, je rappelle, une plateforme interfédérale. Donc, ici, il ne s'agit pas évidemment de se renvoyer les responsabilités, mais c'est quelque chose, mon collègue vient de le dire, d'inédit. C'est une campagne vaccinale à l'échelle quand même, j'ai envie de dire, nationale. Et donc ici, ce qui est important, c'est de pouvoir éviter d'anticiper les éventuels futurs couacs. Il y a eu donc cette conférence interministérielle de mercredi, donc d'avant-hier, qui a abouti à 3 objectifs. Le premier, c'est un objectif de pouvoir être dans une posture d'accélération, de pouvoir administrer le vaccin AstraZeneca à une plus large population de plus de 65 ans. Alors, ça varie en fonction des régions. Il y a aussi un objectif de flexibilité. Qu'est-ce qu'on fait avec des stocks, par exemple le stock des vaccins Pfizer, qui peuvent être réduits à 1 semaine. Et puis surtout, cette volonté de stratégie de pouvoir aussi... entre les 2 doses de vaccins qui sont recommandées à la population des personnes âgées, groupe à risque, de pouvoir aussi les espacer sur 35 jours. Et juste pour terminer, par rapport à cette dernière stratégie, vous avez pris, je pense, connaissance de la volonté du ministre Alain Marron de pouvoir aussi proposer une stratégie de vaccination sur base de la tranche d'âge pour justement éviter les écueils. Il n'a pas encore été suivi. Oui, non, ça n'a pas été suivi, mais ça a été salué quand même par la psy, mais je pense que c'est important de ne pas complètement enterrer cette proposition, parce qu'alors du coup, ça éviterait aussi de violer le secret médical et la protection de la vie, des données privées, auxquelles quand même Écolo est assez attentif. Oui, vous n'êtes pas les seuls, mais peut-être pragmatiquement, ce sera ça qui se passera. On va vacciner par âge, on verra bien. Stéphanie Meyer, vous voulez intervenir? Quand on voit les files là, dans le reportage, ça fait penser à ce qu'on a vécu au mois de septembre-octobre, quand on allait se faire tester. On allait faire la file 2h30 pour avoir un ticket, pour revenir 2 heures après pour se faire tester s'il y a encore de la place. Et là, on peut avoir de la compréhension parce qu'on ne savait pas qu'il y avait telle quantité de personnes qui étaient touchées par le virus. On était face à un phénomène inconnu. Donc, moi, je peux tout à fait comprendre. Je ne vais jamais jeter la pierre aux politiques pour ça parce qu'il fallait se réorganiser.
Ici, la vaccination, ça a été depuis le début annoncé comme le choix numéro 1 du monde politique pour sortir de la crise. Pas d'autre option, c'était ça la solution. Et donc on a eu presque 1 an pour se préparer à ces campagnes de vaccination, puisqu'il y a eu le temps de conception des vaccins et de production des vaccins. Et ici, ça ne roule pas. Je vous rejoins quand vous dites très mauvais pour la confiance, pour l'image dans le monde politique, parce qu'il y a quand même une confiance qui est érodée. N'oubliez pas qu'on a quand même la saga des masques. Avec ces masques, on est allé jusqu'à chercher religieusement en pharmacie, puis on nous dit maintenant de ne pas les utiliser. Donc, il y a quand même là toute une série de choses. Et on a fait une petite enquête cette semaine par rapport à la vaccination dans les maisons de repos du personnel. Et ce que notre journaliste a trouvé était quand même étonnant, en disant qu'en fait, on ne sait pas dire à Bruxelles combien de membres du personnel des maisons de repos ont été vaccinés, parce que au début, on n'avait pas le logiciel ne permettait pas d'encoder le nom de ces personnes-là. Et en plus, on ne comptabilisait pas les Wallons et les Flamands qui travaillaient dans ces maisons de repos. Donc maintenant, on en est à devoir redemander aux maisons de repos de nous envoyer le listing des personnes vaccinées pour savoir quel pourcentage a été vacciné. Et donc, on est en train de déconfiner les maisons de repos sans savoir quel est le pourcentage du personnel exactement qui est vacciné. On ne se facilite pas la tâche, on ne donne pas une bonne image comme ça. Et on a eu, 1 an c'est peut-être beaucoup, mais 8 mois pour se préparer, je trouve ça dommage. Et en plus, on ne se facilite pas la tâche avec des règles de vaccination qui sont différentes par région. Antoine, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais à Bruxelles, par exemple, ce sera pour les plus de 75 ans. En Flandre, c'est les plus de 85. En Wallonie, c'est les plus de 65. Et pourtant, notre pays, en matière d'informatique, c'est le fédéral qui s'en occupe. C'est quand même un peu spécial, hein. Pour les tranches d'âge de vaccination, il me semble que ça correspondait en fait justement aux densités de population, et donc c'était pas si ahurissant que ça. Et donc ça j'étais plutôt d'accord avec ça aussi. Mais en effet, de toute évidence, le plan de vaccination de manière générale, c'est je pense, en tout cas en tant que jeune, je le vois plutôt comme un échec, et ça correspond un peu globalement à la façon dont on a de voir, et je vous rejoins sur le contrat social, que globalement, la gestion des politiques par rapport à la crise Covid depuis plus d'1 an, elle est plutôt, il bafouille, on va dire ça comme ça. Et je le vois surtout en tant que jeune, où on a un peu baladé à gauche, à droite, on ne sait pas trop ce qui va se passer encore. On aura le Codeco là vendredi pour savoir... Pour l'instant, on enregistre l'émission le vendredi, donc on n'a pas les résultats du Codeco du jour. On ne sait pas s'il se passera comme celui de la semaine dernière, ou comme celui de la semaine d'après, on n'en sait rien. Voilà, tout à fait. Donc on est baladé entre désillusions, tout ça, et par savoir est-ce que finalement cette tranche d'âge va être vacciné en premier. On voit pas vraiment clair dans ce qui se passe, et je trouve ça un peu dommage, surtout qu'on sait qu'on a encore de la marge en termes de vaccination. J'ai appris encore tout à l'heure qu'il y avait 600 vaccins qui étaient dans certains frigos en Belgique. 600 000, oui, ce sont des stocks. 600 000, voilà, et qui n'ont du coup jamais été donnés, et c'est un peu dommage quand on sait l'urgence de la situation. Bon, c'est 600 000 qu'on gardait parce que c'est des premières doses et on veut garder la deuxième dose pour être sûr qu'on l'aura. Parce qu'on n'est jamais sûr qu'on aura quelque chose. Alors, pour clôturer sur ce dossier-là, ça fait 1 an maintenant, Christophe Magdalens. Est-ce que vous voulez votre centre de vaccination à Ouderghem ? Moi, j'aurais voulu de la cohérence dès le départ. Je m'excuse d'être très local dans ma démarche parce que c'est le procès qu'on me fait, mais pas tellement en fait. Il y a un centre de vaccination à Woluwe-Saint-Pierre au centre communautaire Jolibois. Il y en aura. Il y en aura, oui, parce qu'effectivement, dans on va dire, le programme d'ouverture, Jolibois vient tard. Sincèrement, il n'est pas accessible. Il n'y a pas de transport public à proximité qui peut drainer les gens facilement, etc. Et donc, pour moi, c'était une belle offre faite par Woluwe-Saint-Pierre, mais ce n'était pas un centre à retenir dans les 10 centres principaux pour Bruxelles. Et donc, nous avions fait une proposition, Didier Gozouin a fait une proposition à côté d'une station de métro avec plusieurs lignes de bus. C'était crédible, ça permettait de drainer 150 000 Bruxellois au bas mot. Ça n'a pas été retenu. Bon, c'est pas grave, je me suis un petit peu énervé. On ferme le chapitre, on avance de grâce sur la vaccination, et il faut reconnaître qu'hier, on a reçu des signaux positifs lors de la commission au Parlement. Très bien. Farid Attar, vous aussi, je veux vous demander, sur 1 an, finalement, quelle est votre conclusion ? Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, 1 an après le démarrage de la pandémie ? Mais ce ne sera pas une conclusion, ce sera un constat de dire qu'on veut tous en sortir. En fait, c'est juste insupportable. En fait, on veut tous pouvoir retirer ses masques, se regarder, voir nos sourires, pouvoir fréquenter le monde culturel, pouvoir... mais pour ça passe aussi par cette campagne de vaccination. Il va y avoir, d'ailleurs, depuis hier, le ministre l'avait annoncé
en commission, toute une campagne de sensibilisation, toute une campagne aussi de transparence. Les gens ont besoin de savoir, ont besoin d'avoir des informations, parce que c'est vrai que parfois on entend tout et son contraire. C'est important de rétablir cette confiance entre le politique et les citoyens. Et ça passe par une clarté dans l'information qui est donnée, par la transparence. Les gens ont besoin de savoir pour être rassurés. Voilà. Et donc, il y a toute une campagne de sensibilisation et des courriers qui vont parvenir, en tout cas dans le cadre de la campagne de vaccination. Sinon, 1 an après, oui, il faut vraiment prendre le temps de faire le constat et l'évaluation de ce qui s'est bien passé, ce qui a peut-être moins bien fonctionné, et puis d'aller vers tout doucement des perspectives qui puissent entrevoir une sortie en fait de cette grosse crise. On veut tous en sortir et pour ça demandera la bonne volonté politique pour pouvoir déconfiner progressivement, et on espère, je le souhaite vraiment, pouvoir déconfiner tous les milieux, les secteurs on pour l'été, on l'espère vraiment. Ouais. Alors, je vous propose à présent une galerie de portraits de personnalités. Ce sont nos têtes d'affiche, comme chaque semaine. Ils ont fait, et elles ont fait l'actualité de la semaine. À vous d'en choisir un ou une qui vous inspire en bien ou en mal. On commence par vous, Farid Attar. D'abord, Erika Vlieg, l'experte anversoise qui n'aime pas ceux qui râlent, ou alors Serge Gainsbourg, décédé il y a déjà 30 ans, un grand modèle en matière musicale, Max Morton, un artiste peintre scarbécois disparu cette semaine, ou Nicolas Sarkozy, l'ex-président condamné à la prison ferme pour corruption. Alors, Erika, Serge, Max ou Nicolas, qui choisissez-vous? Qu'allez-vous commenter? Je vais peut-être prendre Nicolas Sarkozy parce que sa situation, en tout cas, nous pousse en fait à réfléchir à cette justice à 2 vitesses. Ce sentiment comme ça qu'aujourd'hui, un ex-président qui est exposé devant tous les médias internationaux, qui doit rendre de ses comptes, comme l'aurait fait n'importe quel citoyen, donne l'impression de lui, par son statut, de bénéficier quand même de certains privilèges. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai. Et c'est évidemment quelque chose pour lequel je ne peux, en tout cas, je ne peux simplement me porter en faux et ne pas du tout souscrire. Il a été condamné quand même, en première instance. Oui, il a été condamné. Malgré tout ce qu'il dit. Il a été condamné, oui. Mais voilà, moi, je crois que c'est une décision de justice que je respecte. Mais ça pose quand même la question de... Quand vous avez les moyens, quand vous avez un statut, je pense que vous avez aussi accès à une forme de justice... Mais oui, mais là, dans ce cas, je comprends pas ce que vous dites, parce qu'il est condamné. Oui, il est condamné. Donc, il n'y a pas 2 poids 2 mesures, là. Il y a un poids et une mesure. Ou bien il est condamné parce qu'il est politique, ça? Non, il est condamné, et voilà, c'est une décision de justice qu'il faut respecter. Après, ça pose quand même d'autres questions sur l'accès à la justice. On verra l'appel, mais voilà, moi, je me réserve quand même la mise en œuvre de la condamnation. Si elle est confirmée en appel, bien sûr. Voilà, tout à fait. Il a déjà prévu d'aller en cassation et devant la Cour des droits de l'homme. Alors, vous, Christophe Magdalène, je vous en propose 4 autres. Annie Cordy, dont la fresque à Laken est menacée. Frank Robben, le monsieur informatique du fédéral, dont on a beaucoup parlé cette semaine. Quentin Dujardin, le guitariste qui s'est produit dans une église, mais qui n'aura pas de PV. Ou Anne-Sophie Spiet, atteinte de Covid long, qui a témoigné mercredi à la Chambre. Alors, qui choisissez-vous? Annie, Franck, Quentin ou Anne-Sophie? Au risque de toujours de passer pour celui qui râle beaucoup, contrairement à Erika, à ce que souhaite Erika Vlieg, je vais prendre Frank Robben. Voilà quand même un personnage, moi, pour lequel je me pose des questions. Il est un petit peu partout. On subodore des soucis en termes d'intérêt. Alors je ne veux évidemment pas, je ne veux évidemment pas me porter juge en la matière. Mais il y a une chose, moi, qui m'a un peu heurté, c'est que les ratés dans les convocations sont dus au fait que nous n'avons pas de base de données de GSM et de e-mail de qualité en Belgique. Fort bien. Mais on a des bases de données de qualité en Belgique. Elles sont dans les communes. C'est le registre national. Et donc, à un moment donné, j'ai un problème avec ces personnes qui viennent avec des solutions informatiques à tous les niveaux, partout, tout le temps, et qui, à un moment donné, excluent des solutions de bon sens et pratiques qui consisteraient à s'adresser aux communes qui, tous les jours, sont en lien avec les Belges, tous les jours les convoquent, les contactent d'une façon ou d'une autre. Vous avez dit que vous avez les numéros de GSM de tous les gens d'Oderghem? Non. Mais on a leurs adresses. J'avais peur. Non, bien sûr que non. Non, la protection des données est telle que de toute façon, on ne voudrait pas être dans ce schéma-là. Non, mais je pense, et on l'a dit, certains membres de mon parti l'ont dit, les communes, si elles avaient été associées dès le départ
on aurait pu quelque part boucher les trous de ces problèmes liés aux bases de données. Alors on a des techniciens de haut vol qui viennent nous expliquer les carences du système, mais qui se refusent finalement à quelque chose de plus simple en associant d'autres niveaux de pouvoir. Et chez nous, on commence un petit peu à être agacé par les procès en intention, les soupçons qui pèsent sur les pouvoirs locaux. Les pouvoirs locaux sont présents, ils ont été aux côtés des Belges, partout, là où c'était possible. Ces communes sont toujours disponibles pour apporter des solutions, là y compris. Alors, 5 infos de la semaine, laquelle vous a ravi, laquelle vous a énervé, et pourquoi? J'en propose donc 5. D'abord, le succès des poules à Bruxelles. On achète beaucoup de poules à Bruxelles. Le Maroc qui a fermé ses communications, notamment les avions, avec la Belgique. Il y a 10 ans, le peuple syrien se révoltait contre Assad, 10 ans déjà. Les PMR qui obtiennent une dérogation de 5 ans pour la zone de basse émission, ou alors rénover les écoles, Défi et CDH allient leurs forces contre WBE, donc Wallonie, Bruxelles, enseignement. Alors que choisissez-vous? D'abord Christophe Magdalens, choisissez un de ces thèmes que vous voulez commenter. Je ne vais pas prendre les écoles, j'ai déjà eu le loisir de me prononcer sur cette question. Je vais prendre l'exemple des PMR. Je vais prendre l'exemple des PMR parce que je crois qu'on a beaucoup d'ambition avec cette majorité. Et Farida ne me dira pas le contraire, notamment sur la qualité de l'air et sur la transition écologique et économique. Mais lorsqu'on est face à une contingence et à des problèmes qui touchent notamment les plus faibles, comme les PMR, il est bon de se dire qu'il y a moyen de déroger et qu'il y a moyen de trouver des solutions pragmatiques. Donc c'est une bonne nouvelle pour vous? Donc moi, c'est une bonne nouvelle. Je me réjouis que malgré les objectifs ou le cap qu'on peut se donner, à un moment donné, on peut aussi faire preuve de souplesse et être pragmatique et trouver des solutions pour les personnes qui rencontrent d'incontestables difficultés. Alors, est-ce que vous voyez parmi ces 5 infos une info qui vous énerve ou qui vous ravit? C'est vrai que j'aurais eu tendance à choisir aussi les PMR, mais écoutez, l'importance de la rénovation des écoles, qui peut en tout cas ne pas y souscrire. Je vais peut-être vous dire quelque chose qui me pose comme une question au niveau de la fermeture des frontières, et c'est avec le Maroc, parce que c'est vrai que je suis d'origine marocaine, et ça me touche aussi qu'aujourd'hui ces fermetures de frontières soient comme ça appliquées de manière assez unilatérale. Je sais que dans ma famille, mais pas seulement, des personnes avaient eu des projets de partir visiter leur famille, régler quelques affaires au Maroc, et c'est vrai qu'on a encore le souvenir de ce qui s'est passé l'an dernier, rappelez-vous, pendant la première vague de confinement, c'était un désastre, vraiment la cacophonie dans ces rapatriements qui avaient pris du temps, au niveau humain en tout cas, c'était vraiment une détresse pour beaucoup de familles. Et donc oui, là c'est vraiment une décision qui tombe un peu comme ça, de façon imprévue, et qu'il faut pouvoir gérer. Donc oui, je peux comprendre en raison de la situation épidémiologique, mais en même temps ça peut être assez embêtant pour pas mal de familles autour de moi qui étaient concernés par des projets de visite, en tout cas de proches au Maroc. Alors, 2 petites questions quand même, parce qu'il ne voulait pas en parler, mais moi je vais lui en parler, Christophe Magdalens. Ce lien entre Défi et CDH, c'est un nouveau mariage, un nouveau parti à venir? On me pose beaucoup la question. Non, je crois qu'il y a en Fédération Wallonie-Bruxelles, nous siégeons dans l'opposition, et c'est vrai que nous nous parlons. Parce que nous estimons qu'ensemble, nous allons avoir plus de force et d'impact lorsqu'il s'agit de défendre certaines idées. En l'occurrence, pour les écoles, nous estimons que la clé de répartition des moyens européens pour la rénovation durable des écoles est totalement déséquilibrée. Frédéric Dardenne a une clé qui nous paraît profondément injuste, alors même qu'au départ, nous sommes défenseurs de l'enseignement officiel et l'officiel subventionné. Et donc, nous partons du principe que puisque nous avons une convergence sur cette question-là, autant mener un combat conjoint. Et nous avons eu plusieurs sujets sur lesquels nous nous sommes rendus compte, et ça c'est vrai qu'il faut pouvoir en faire le constat aussi. Il y a une série de sujets où on estime que Défi et CDH seraient peut-être éloignés parce que les clivages, par exemple, cléricaux et autres, nous séparaient. Eh bien, on se rend compte qu'avec le débat et la discussion, on parvient à s'entendre. Donc vous allez convaincre le CDH d'inscrire la laïcité dans la Constitution?
C'est ça, alors, la question de la laïcité, évidemment, est très vaste. Si on pouvait déjà avoir un débat serein sur la neutralité, ce serait déjà une très bonne chose. La culture mal aimée des décisions du Codeco, on le sait, mais au sein du monde culturel, il y a certains qui sont plus égaux que d'autres et de moins bien considérés que d'autres. Alors notamment le secteur non subventionné de la culture. Les plus gros acteurs se sont réunis de ce secteur et ont lancé mardi au Cirque Royal un véritable cri d'alarme, mais avec beaucoup d'humour. Reportage Jim Moskowitz. Nous sommes experts. Un peu comme les ministres. L'image est familière. Pourtant, ceci n'est pas un Conseil national de sécurité. CNS Culture non subsidiée. En fait, si vous voulez, le principe, c'est simple. Ça fait 1 an que tout est fermé pour la culture non subventionnée. Dans la culture, il faut faire la différence entre ceux qui ont des subsides et les autres. Le secteur privé, réellement, c'est un entrepreneuriat libre, indépendant, qui décide de faire venir des artistes, qui décide de produire des spectacles, qui décide de produire des humoristes et qui vit par la billetterie. Selon le secteur, 70% du public assiste à des spectacles non subsidiés. Pourtant, la grande majorité des aides va aux spectacles subsidiés. Alors on nous a dit, il faut nous réinventer. C'est la fameuse phrase de Linard et de De Croo, hein. Il faut nous se réinventer en quoi? Je suis pas Mesmer, dit David Copperfield, hein. Moi je suis un non subventionné total. C'est-à-dire que la SBL que j'ai créée ne reçoit pas des frais de fonctionnement comme plein de... et tous ces spectacles qui s'annulent, j'ai rien eu. Je pense que quand on est face à un tsunami, on ne vous demande pas si vous êtes privé, indépendant, employé, subsidié, on vous aide, c'est tout. Même si une reprise de la culture arrive dans les prochains mois, il y aura plus que probablement un nombre de spectateurs limité. Et sans subside, c'est intenable pour le secteur. On s'attend peut-être à pouvoir recommencer des spectacles non subsidiés à partir du mois d'octobre 2021. Et ça sera très difficile parce que toutes les salles sont complètement embouteillées. Ici, on est déjà dans cette salle à un planning pour 2022, voire 2023. Ça n'est jamais arrivé. Un seul espoir pour la culture non subsidiée, que leur message soufflera jusqu'aux oreilles des ministres de la Culture. Si jamais il y a une feuille blanche qui arrive près de vous, ce sont les perspectives du métier. Alors Farid Attar, donc la ministre de la Culture, qui s'occupe de la culture mais plutôt subsidiée, a pu aider le secteur subsidié, mais le non subsidié se retrouve un petit peu en dehors de toutes ces aides. Est-ce que le système est bien étudié? Est-ce qu'il ne faudrait pas le revoir? Il faudra certainement le revoir avec une approche inclusive et structurelle, certainement. Hein, ça, je n'ai aucun doute. D'abord, je voudrais dire que je compatis et que je comprends la colère du secteur culturel, notamment celui qui n'est pas subsidié. Je suis moi-même une grande consommatrice de spectacles, de théâtre, d'offres culturelles. Je suis également privée de pouvoir suivre mes cours depuis 1 an. Donc, je sais ô combien... Vous suivez des cours de quoi? Je suis dans une chorale, et donc voilà, vu les circonstances, on ne peut pas chanter. Vous ne pouvez pas chanter, ça c'est très dangereux. Donc je vais devoir attendre. Mais donc je comprends cette détresse. Et je voudrais juste dire que, oui, c'est vrai qu'il faudrait revoir, parce que c'est un secteur où il y a à la fois des matières culturelles, mais aussi des compétences économiques qui sont interdépendantes, en fait. Quand on parle du secteur non culturel, non subventionné au niveau de la culture, on y trouve aussi des indépendants, des entrepreneurs, et on sait par exemple qu'il y a eu différentes aides, certes insuffisantes et pas à la hauteur des enjeux et des besoins. Il y a eu des aides au niveau fédéral, et elles existent toujours au niveau du chômage temporaire, du droit passerelle. Au niveau des régions, on sait qu'à Bruxelles, nous avons eu des primes pour les indépendants, dernièrement la prime Tétra. Et alors au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la ministre qui a dégagé un budget de 3 millions d'euros, vous allez me dire c'est pas suffisant, évidemment, et il faudra à l'étude actuellement réfléchir à d'autres types d'aides. Et puis il y a actuellement en cours un appel à projet sur le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui est toujours pendant et qui est accessible jusqu'au 10 mars pour justement ce secteur culturel non subventionné. Et donc c'est important aussi de pouvoir rappeler que ça existe, parce que dire qu'il n'y a rien, c'est pas vrai. Dire que c'est suffisant, c'est pas vrai non plus. Donc moi, évidemment, je soutiens ce secteur-là et j'en appelle aussi à ce qu'on puisse tout doucement aussi le déconfiner, parce qu'on a eu à tort
d'estimer que c'est un secteur non essentiel. Et moi, c'est quelque chose aussi que je ne peux pas accepter. Dire que c'est pas essentiel alors que c'est l'un des meilleurs exutoires, c'est l'antidote à l'isolement, à l'anxiété. Et voilà. C'est vrai, on l'a déjà dit souvent sur ce plateau, on a déjà beaucoup parlé de la culture. Ici, on est dans un point très spécifique qui est le non subsidié. Et ils ont reconnu l'aide de 3 millions, notamment dans l'émission Monde des Arts jeudi. Mais par contre, ils ont comparé avec la Flandre et la Wallonie sur les aides régionales en disant que là, il n'y avait pas photo par contre. Alors vous êtes à la Fédération Wallonie-Bruxelles, au Parlement. Alors qu'est-ce qu'il en est de cette discussion-là et des non subsidiés? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Ce que l'on peut faire pour eux, c'est travailler à deux sources, si je puis dire. C'est de la culture. Parce que quelque part, on a eu ce débat au Parlement la semaine passée, il y a une différence de traitement colossale entre le subventionné et le non subventionné. Finalement, la Fédération Wallonie-Bruxelles, elle choisit la facilité, elle a des relations, des contrats programmes avec certains opérateurs. C'est très facile, les contacts sont établis, on travaille avec eux en direct et quelque part, on les subventionne. 30% du public, grosso modo. Les autres, ce sont des opérateurs autonomes et on n'est pas allé les chercher. C'est de la culture, il fallait, et aujourd'hui ils sont de plus extrêmement bien structurés, et donc il fallait aller les chercher, il fallait discuter et il fallait aller plus loin. Et il ne fallait pas non plus être dans cette balance qui consiste à dire la Wallonie, parce que c'est un cas particulier pour la Wallonie dit c'est pas nous, c'est la culture, la fédération dit c'est pas nous, vous êtes des sociétés commerciales, adressez-vous à la région. Ça n'est pas audible, ça n'est pas possible. Et donc il y avait, à mon sens, des possibilités, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun gouvernement qui a fermé le robinet. On a des déficits publics aujourd'hui qui sont extrêmement élevés parce qu'on a ouvert les vannes. Il n'y a pas de raison que ce secteur-là ne bénéficie pas non plus de certaines largesses comme les autres. Donc il faut aller au-delà des 3 millions, c'est ça? Il faut aller au-delà des 3 millions. Et nous avons aussi demandé la réunion du Conseil économique et social de la Fédération avec Bruxelles et avec la Wallonie pour que les partenaires sociaux, les représentants des uns et des autres puissent avoir un dialogue qui soit transversal et qui décloisonne. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les cloisons... Alors, on peut se plaindre de l'institutionnel belge, mais les cloisons, on peut les abattre quand on est déterminé. Ici, on a eu le sentiment que d'aucuns se réfugiaient derrière les cloisons en question. Mais, Antoine, ça vous parle, quand on parle de ces cloisons, que certains se cachaient derrière les cloisons et tout ça? Oui, tout à fait. Mais moi, en fait, le point principal sur lequel j'aimerais bien insister, c'est que pour moi, c'est pas par les subsides que ça doit avancer, c'est plus par en fait, la rouverture des salles, tout simplement. On a permis aux étudiants d'aller faire leurs examens en présentiel. Moi, personnellement, j'ai eu 2 examens qui n'étaient pas en présentiel, tout le reste, j'en avais 8. Tout le reste était en présentiel, en salle, avec des gens. Donc voilà. Si on permet aux étudiants d'aller faire des examens sur place, pourquoi ne pas permettre aux salles de théâtre de rouvrir, qu'ils soient subventionnés ou pas? Pour moi, c'est comme ça que ça passe, la solution. Oui, mais Antoine, si c'est pour les rouvrir et avoir des capacités très petites de salles, ça ne va pas régler le problème des non-subsidiés. Non, bien sûr, mais je pense que... C'est bien pour le public, c'est une bonne nouvelle, mais... Mais c'est déjà ça, au moins ça leur permet de respirer, ça leur permet d'avancer. Là, on parle d'un sauvetage, c'est réellement des gens qui sont... En tout cas, eux, ils ont dit que ça ne suffisait pas, ça. Oui, ça ne suffit pas si on prend juste cette option-là. Il faut évidemment plus de moyens et ils y travaillent. Donc vous êtes d'accord avec Christophe Magdalene qu'il faut augmenter? Il faut évidemment que ce n'est pas suffisant, évidemment, mais je rejoins aussi votre proposition de pouvoir réouvrir. En fait, le secteur culturel, dès le départ, a joué le jeu, avait mis en place une série de mesures, des protocoles pour pouvoir faire en sorte que la distanciation physique soit respectée, etc. Et donc je pense que c'est possible. Après, voilà, parfois c'est aussi peut-être un manque de volonté politique aussi, de prioriser l'ouverture de certains secteurs. Il va y avoir un comité de concertation. Oui, mais la réouverture, elle dépend quand même d'une décision nationale plus que d'une décision de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Tandis que de l'argent à débloquer, ça dépend des gouvernements régionaux. Tout à fait. C'est pour ça que je pense qu'il y a peut-être moyen... Mais oui, mais voilà, c'est les cloisons dont on parlait tout à l'heure. C'est peut-être ça qui rend difficile. On parlait beaucoup de participation en 2019, juste après les élections. Le Covid a un peu gelé les initiatives, mais quand même, cette semaine, les parlements bruxellois même, ont relancé cela et promet un apport du citoyen à partir du mois de juin. Reportage Marie-Noëlle Dinan et Fred Dehédo. Dans cet hémicycle habituellement réservé aux députés, ce sont des citoyens bruxellois qui vont bientôt aussi siéger. Pour 3 débats inspirés directement de suggestions parlementaires et citoyennes. Suggestions déposées via la nouvelle plateforme démocratie.brussels. Un quart de députés,
3/4 de citoyens et citoyennes tirés au sort qui vont alors prendre cette suggestion citoyenne et débattre ensemble à partir d'informations, d'auditions qui vont se réaliser pour émettre des recommandations. Et puis, les mêmes parlementaires alors retournent dans leur commission traditionnelle, je dirais, et ils font le suivi de ces recommandations dans les 6 mois. La toute première commission délibérative est prévue le 29 avril prochain. Comme enjeu, le déploiement de la 5G à Bruxelles. Dans quelques jours, 10 000 invitations vont partir. D'abord, un fichier de à peu près 10 000 noms qui ont été communiqués sur base du registre national. On fait un premier tirage et puis après, on va faire un deuxième tirage pour s'assurer que toutes les communes soient bien représentées, que toutes les populations soient bien représentées, que tous les niveaux d'instruction soient bien représentés. Pour donner un exemple, si demain on discute de mobilité, il ne faudrait pas que le panel de citoyens ne soit composé que d'automobilistes. Il faut varier, il faut lisser pour essayer de faire en sorte que la photographie de ces 45 qui sont tirés au sort représente le plus possible la population de notre région. Une participation rémunérée, 70 € par jour, qui implique une présence au Parlement sur plusieurs week-ends de suite. Et pour que personne ne soit exclu, garde d'enfants, traduction en plusieurs langues, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, entre autres, sont prévus. Une nouvelle façon de travailler aussi pour les parlementaires qui sera évaluée dans 2 ans. Sur ce plateau, il y en a en tout cas un qui est content, c'est Antoine De Witt. Donc la participation citoyenne, c'est votre truc. Voilà. Donc c'est une bonne nouvelle que les parlements bruxellois s'y mettent. Oui, en tout cas, je vous rejoins. Ça rentre totalement dans le cadre de la SBL pour laquelle je représente, donc Civics, où le but c'est de renouer les jeunes à la politique. On met aussi en place des plateformes, on essaie de sensibiliser les jeunes le plus possible au monde politique. Et donc en effet, cette démocratie participative, ces instances délibératives rentrent totalement dans le cadre de ces démarches. Ça me rappelle notamment ce qui s'était passé à la communauté germanophone. C'est une première en Europe avec ces commissions délibératives. Super intéressant. Et donc on voit que Bruxelles ça suit et peut-être qu'on aura ça dans les autres régions, les autres communautés. Et pour moi, c'est une grande avancée. Christophe Magdalens, vous accueillez volontiers les citoyens dans les enceintes ? Oui, volontiers. D'ailleurs, au niveau communal, on le fait. On vient de sortir justement sur les budgets qu'on dédiait à la participation. Donc je crois que c'est une avancée incontestable. Et donc on accueille bien entendu les citoyens au Parlement et il faut que le politique continue à sortir des parlements pour aller sur le terrain aussi. D'ailleurs, c'est une chose d'ailleurs qui se fait naturellement. Je ne fais pas de procès en la matière. Mais moi, je suis un petit peu plus... j'identifie quand même quelques risques sur le choix des thématiques, ce genre de choses. Je crois qu'il faut vraiment partir du vécu des gens et des difficultés et des problèmes qui remontent du terrain. Et il faut que le politique soit conscient aussi de cela et qu'il n'y ait pas un impact trop important de ce qui se passe dans la vie politique sur les thématiques qui sont choisies. Et je vais prendre l'exemple, et je sais que là, on va peut-être diverger avec ma collègue. La 5G, c'est un problème qui semble résolu au niveau fédéral, ils avancent. Au niveau régional bruxellois, on a le sentiment que le gouvernement a des difficultés, que ça patine un peu. Et donc, on a renvoyé la thématique au niveau de la commission. Et je trouve que là, on se met un peu en difficulté parce que c'est une thématique très importante, mais en même temps, qu'il y a une dimension technique. Ce terrain aurait dû être largement déblayé avant d'être éventuellement mis dans le domaine public. Peut-être qu'on aurait dû parler du plan taxi dans cette commission délibérative. Farid Attar, écolo, ça fait partie de ses gènes, de son ADN, cette participation. Alors moi, je me réjouis vraiment. Voilà. Alors, mais qu'est-ce que vous dites quand Christophe Magdalens dit choisir la 5G, c'est peut-être pas le meilleur dossier? Écoutez, moi, je crois que j'ai jamais reçu autant de mails de citoyens depuis justement ces débats que nous avons sur la 5G. Donc, je me réjouis que l'une des thématiques qui sera débattue concernera la 5G. Il ne faut pas non plus partir du postulat que les citoyens n'ont pas l'expertise de la technicité. Ils seront non seulement parmi eux, il y en aura certains qui maîtriseront le sujet, puis pour les autres, il y aura un comité d'accompagnement. Moi, je pense qu'il faut vraiment se réjouir. C'est une première en Belgique. C'est porté évidemment notamment par les écologistes depuis plusieurs années. C'est enfin matérialisé aujourd'hui. Il y a une plateforme qui est en ligne, mais les gens sont également contactés par courrier. Un numéro de téléphone, un numéro vert sera aussi disponible. Donc moi, je plaide vraiment, parce qu'on a beaucoup aussi parlé
non seulement aujourd'hui, mais depuis déjà un moment, de cette défiance et du citoyen vis-à-vis du politique et de ce fossé grandissant, et donc qu'il faut absolument pouvoir atténuer. Et ça passe aussi par une participation citoyenne, mais surtout délibérative. C'est ce qui m'intéresse dans ce processus. Oui, c'est la décision. C'est la décision qui devra être suivie, et si les parlementaires ne les suivent pas, devront s'en justifier. C'est pour ça que moi je trouve parler du plan taxi lors d'une commission délibérative n'est pas une mauvaise idée. Mais soit. Stéphanie Meyer, là-dessus, pour conclure. Sur ce dernier élément-là, parce que ça peut être un outil à double tranchant aussi. Donc il va y avoir tout ce travail, on va voir comment ça va se passer, ça va être intéressant de l'observer, puisqu'il y aura et des parlementaires et des citoyens dans la commission, et on aboutit à une résolution à la fin. Donc une résolution, c'est une demande que ces commissions vont apporter sur le banc des parlementaires, et les parlementaires pourront décider de suivre ou de ne pas suivre. D'accord, ils devront justifier s'ils ne suivent pas, mais il ne faudrait pas que plusieurs fois, pour d'excellentes raisons, ne suivent pas ce qui a été mis, parce que là, on va tuer complètement l'outil. Et donc, il y a vraiment ici tout ce travail qui est sur la démocratie participative, une nouvelle façon de revoir cette démocratie, de nouvelles pratiques. Certains y voient une utopie, tout simplement. D'autres y voient une bonne voie pour l'avenir. Mais il y a quand même beaucoup d'obstacles sur le chemin. Donc ça va être très intéressant à observer. Testons, comme ça. Observons, testons, et on ne nous reproche pas de n'avoir rien fait, de ne pas avoir expérimenté de nouveaux mécanismes de démocratie. C'est un sujet qui me tient à cœur, parce que j'y travaille aussi au Sénat, et je plaide vraiment pour qu'on puisse réoxygéner notre démocratie qui est en crise. Et ça, participons surtout. Oui, un dernier mot de Christophe Magdalen. Dernier mot rapidement, on est dans le processus et on va s'y investir. Mais je pense que, et les Wallons montrent la voie aussi, c'est la consultation populaire. Je pense que si on fait de la participation comme telle, on doit pouvoir envisager aussi la consultation populaire sur toute une série de thématiques qui dépassent le niveau local, voire même le niveau régional. Je vous remercie à 3 minutes de la fin de l'émission de venir comme ça avec un dossier énorme de la consultation populaire. On passe à nos coups de cœur. Et Stéphanie, on commence avec le vôtre, une BD, au moins un roman graphique, je ne sais que dire. Une bande dessinée, voilà. Les gens honnêtes. Voilà, c'est une grosse BD bien lourde, ça fait mal au poignet quand on la lit. En 4 saisons, il nous raconte l'histoire finalement d'un accident de vie, l'histoire d'un homme, Philippe, qui va perdre en rafale son boulot, son épouse, son toit, se retrouver à la rue, il va plonger. Et puis finalement, aidé par des amis, il va réussir à remonter à la surface et se réinventer toute une autre vie à la campagne, très loin de son ancien quotidien, entouré de bouquins. Et donc, voilà, c'est une sorte de petit message d'espoir pour ceux qui ont perdu beaucoup dans cette crise. Il y a parfois, au bout, une lumière vers autre chose, pas la même chose qu'avant. J'espère que ces personnes auront autant de chance que ce Philippe. Et c'est Durieux et Gibra qui signent cette BD, et c'est chez Dupuis, c'est ça? C'est édition intégrale Air Libre. Air Libre, c'est une collection de chez Dupuis. Alors, vous, Antoine, aussi un roman graphique. Aussi des dessins, voilà. Moi, c'est plus orienté vers l'économie, en fait. C'est un roman graphique qui s'appelle Economics, dont le but est de simplifier, de vulgariser, encore une fois, je reste en thème, de vulgariser un maximum l'économie pour, en fait, tout un chacun, les néophytes de l'économie. Voilà, il y a une version en ligne aussi par rapport à certains thèmes plus récents peut-être qui s'appelle Economics Comics, qui en fait permet de... Il y a des analyses qui ont été faites, bon c'est en anglais, mais il y a des analyses qui ont été faites par rapport globalement à des sujets plus récents, notamment l'Obamacare, tout ça, et essayer d'expliquer avec des dessins qui sont plutôt bien faits et plutôt agréables à lire en fait. Ce serait un bon syllabus? Ce serait... Alors, honnêtement, moi je m'en suis servi un peu parce que oui, ça fonctionne, c'est très clair et ça nous permet en fait d'avoir une approche différente, un peu moins académique parfois, ça fait du bien. Dans l'oreillette, on me demande si vous avez réussi vos 8 examens. J'ai raté néerlandais. Aïe. Moi, je voudrais juste vous parler très rapidement d'une BD, ça fait plusieurs semaines que je vais en parler, L'incroyable histoire du sexe, livre 2, de l'Afrique à l'Asie, du Kama Sutra aux 1001 nuits. Mieux connaître les cultures et les rapports sexuels du monde entier, c'est une manière aussi de s'ouvrir à la culture du monde, avec des dessins plutôt naïfs de Laetitia Corin et des textes pleins d'humour du psy Philippe Breno. C'est paru aux Arènes BD. Alors, en un mot, chacun, un petit coup de cœur, quelque chose à faire ce week-end, une balade, Faridata? 2 anniversaires de 2 personnes qui me sont très chères. Et vous allez chanter, je parie. Ah, d'office. Et vous, Christophe Magdalen, le rouge cloître, sans doute? Oui, non, je l'ai déjà fait la fois passée, je pense. Non, je voulais remercier BX1, soutenir le sport, et notamment le hockey sur gazon. Vous serez dans mon club ce week-end. Et effectivement, donc, dimanche, nous allons suivre les matchs pour ce soutien. à Loré. Tout à fait.
Le match des femmes à midi, le match des hommes. Tout à fait. Mais on ne va pas qu'à Loré, on va dans tous les clubs bruxellois de hockey tous les dimanches pour l'instant. Merci en tout cas à tous d'avoir participé à l'émission. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on va se retrouver avec des invités politiques sportifs. Au revoir, bon week-end, bonne semaine.